Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission au cœur de l'actualité nationale et internationale. Une émission qui fait l'analyse et le décryptage des actualités internationales, sous-régionales et nationales. Les actualités qui ont retenu notre attention cette semaine sont les suivantes. Au Cameroun, nous avons la polémique autour de la prétendue démission de Mac Brice, l'extension et la modernisation du port autonome de Douala. En Afrique centrale, c'est le Centrafrique qui attire notre attention avec un troisième mandat aux élections présidentielles du président Touadéra. En Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, c'est le décès mystérieux et tragique de l'activiste Alino Fasso et la révélation forte de M. Tidiane Cham, candidat à l'élection présidentielle de décembre 2025. À l'international, précisément en France, nous relevons la relève stratégique nationale 2025 de la France qui indexe la Russie comme menace à la sécurité de la France. Et enfin, l'accord cadre économique entre l'Union européenne et les USA. Alors, le président Badakani nous fera l'honneur d'analyser et décrypter ces différents sujets qui ont fait le tour de l'actualité nationale et internationale. Président Badakani, bonsoir. Bonsoir, Madame Joyce. Bonsoir à ton coéquipier, co-intervieweur. Bonsoir à toute l'équipe technique et à tous celles qui, de près ou de loin, s'investissent à quelque niveau que ce soit pour que nos plateformes soient, comment on dit ça, à la page. Évidemment, en rapport avec les moyens que nous disposons. À l'impossible, nul n'étant tenu. Je salue nos internautes, je salue nos abonnés. Je les remercie pour leur fidélité. Voilà. Nous leur remercions également, Monsieur le Président. Sur ce plateau, je suis pas seul, je serai accompagné de mon co-présentateur, Monsieur Nguesse Gislain. Monsieur Nguesse Gislain, bonsoir. Bonsoir, Madame Joyce. Vous allez bien, je suppose. Très bien. Monsieur le Président Banakani, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Président Banakani, je constate que cette chemise a un motif fleuri et carrelé. Je ne sais pas pourquoi ce contraste. Oh, ben, la diversité de la vie qui en fait la richesse. La cravate, Monsieur le Président Banakani, elle est bleue et elle est rayée. La diversité est harmonisée dans une harmonie qui symbolise l'harmonie cosmique et naturelle. Gage de la présence d'un écosystème qui nous permet de vivre. C'est important, Monsieur le Président Banakani. Ben, c'est ce que nous essayons de refléter. Il faut vivre, parce que pour vivre, il faut évidemment se préoccuper de ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui revenus ici, avec un regard attentif et sérieux sur ce qui se passe dans le monde, pour apporter les clarifications les plus limpides possibles, à l'effet de créer l'antenne des millions d'Africains et même de citoyens du monde qui regardent le monde avec beaucoup d'inquiétude. Ils veulent être rassurés ce soir. Je pense que vous ferez le devoir, comme d'habitude, de les rassurer en tant que Monsieur le Président Banakani. Mais les plateformes du NMP sont caractérisées par l'optimisme. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes des optimistes. Nous sommes les témoins et les artisans de l'espérance. C'est important, Monsieur le Président. Au sens révolutionnaire historique du mot. Hein. C'est important. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Vous allez bien, Monsieur le Président? Président? Je vous en prie, ça va. Voilà. En tout cas, Monsieur le Président, votre vêtement est le témoin de ce que vous allez bien. Hein. Mais vous savez que je vais rarement mal. Je me suis rendu compte. Oui, parce que je suis France fanonien. C'est-à-dire? Je lutte. Donc je vis. Donc je vis. C'est noté, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur le Président Banakani, au Cameroun, nous assistons à une confusion sur la fausse vraie démission de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables au Cameroun, Monsieur Mac Brice. La FECAFOOT, dans un communiqué, a affirmé prendre acte de la démission unilatérale de Monsieur Mac Brice. Or, ce dernier a démenti par une vidéo qu'il n'en est rien. Et le ministère a également approuvé cette thèse de non-démission. Mais la FECAFOOT semble insister sur le fait que Mac Brice est bien et belle démissionné. Monsieur le Président Banakani, que pouvez-vous dire face à ce litige probable qui dure entre le MINSEP et la FECAFOOT dans la dynamique électorale en cours? Je ne sais pas ce que vous appelez litige. Il n'y a pas de litige, c'est la continuation d'un mode de fonctionnement qui est basé quant à la structure
et aux modalités de fonctionnement de football dans notre pays depuis des décennies. On est dans la continuité d'un ensemble de soubresauts bien organisés, mais qui a pour matrice le détournement de l'argent, le vol de l'argent, on va être cru. Le vol de l'argent et son corollaire de partage entre les différents clans qui tiennent au football, et particulièrement la présidence de la République, le ministère des Sports, le secrétariat général et la FECAFO. Si vous avez compris ça, vous avez déjà une lecture assez lucide de la situation. De temps en temps, quand dans la guerre et la manière dont ces différents camps organisent un rapport de force, on regarde les dessous de la culotte de l'autre pendant que lui aussi le fait. Et à une affaire, on en oppose une autre pour se neutraliser. Tout ça sans attaquer le vrai problème qui est que tous ces gens-là s'en fichent de football et que, au-delà du fait que le chef de l'État soit attaché au football parce que c'est devenu un vecteur diplomatique, donc on peut comprendre que l'État, le président, comprenne l'importance du football. Mais en dehors de ça, derrière tout ce qui est là, c'est comment capter l'argent, comment mobiliser l'argent, comment neutraliser et mettre sous contrôle les circuits du cash financier liés au caractère spécifique du football et se partager. Et pour ça, on se fait la guerre. On est là en face d'un énième épisode entre la FECAFOOT, l'État, entre guillemets, mais derrière, c'est, comme je vous ai dit, les réseaux de la présidence, président de la République, secrétariat général, ministère d'une part, et d'autre part la FECAFOOT, et ses protecteurs, la présidence de la République. C'est de cela qu'il s'agit. Tout ça, évidemment, au détriment du football. Qui est ses victimes. Et ça n'a jamais été la préoccupation de ces gens. Vous croyez que si le football était la préoccupation de ces gens, on respecterait au moins les instructions présidentielles. Mais depuis, vous voyez ce qui se passe. Donc, alors, si vous prenez la FECAFOOT, voilà une fédération qui est dans un scandale des scandales, à savoir la question de l'argent lié aux matchs amicaux. Cette fédération, sans que personne ne lui demande, est venue avouer, à travers le fameux comité d'urgence, qu'effectivement, ils ont détourné l'argent. L'argent public dans un compte privé. Tout à fait. Non, mais c'est même plus grave. Parce qu'il y a double facturation. Les matchs sont financés par les demandeurs de matchs, mais on facture à l'État qui paye. Et après, ça se retrouve dans un compte privé. D'un nom public. D'un nom, si vous voulez, public. Oui, au regard des missions de la FECAFOOT. Et après, quand le scandale est connu, un comité d'urgence apparaît et nous dit non, on a donné l'autorisation de faire ça. Pour légitimer le vol, vous voulez dire. Autrement dit, ils avouent. L'égalité de vol par le comité d'urgence. On avoue. C'est un scandale gravissime. Gravissime. Comme la FECAFOOT, tout à l'heure je vous parlais des rapports de force qui structurent le football. Il y a peu de FECAFOOT sans l'État. L'État gère le football à travers les réseaux de la présidence, le secrétariat général et le ministère. D'un côté, la FECAFOOT. Il y a une division de travail entre ces gens et c'est consacré par la Convention. C'est ça la Convention. 2015. Donc, alors, vous voyez donc très bien que les gens se surveillent et se tiennent. Puisque d'une part, les différents contrats qui lient l'État camerounais aux différents entraîneurs ne sont pas possibles sans qu'il y ait des rétrocommissions. Et les rétrocommissions favorisent une situation où les contrats sont écrits avec des clauses bizarres. Du moins, avec des clauses qui sont sujettes à caution, si vous voulez. Vous avez d'un côté la FECAFOOT qui ne peut pas fonctionner sans les subventions de l'État et sans l'accord de la présidence. Alors, ça crée une situation extraordinaire où pour maîtriser l'argent, les réseaux doivent se surveiller et se tenir. Pour l'instant, jusqu'à présent, les scandales qui secouent la FECAFOOT
à travers les matchs amicaux, a dessiné un rapport de force qui était favorable au clan qui tourne autour de l'Africa Foot et de son président. Maintenant, la vraie fausse démission de Marc Brice permet de rééquilibrer un rapport de force où on peut négocier pour tuer les affaires. Voilà votre football. Voilà votre football. Et voilà donc ce qu'on sert aux Camerounais avec tout notre actif en la matière football. Le palmarès du Cameroun avant-gardiste en Afrique, mais voilà où il est. Notre football en termes de gouvernance, en termes de qualité de gestion, en termes de projet. Voilà les grandes ambitions qu'on a pour le football. C'est triste et c'est lamentable. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien d'autre. Parce que M. Marc Brice, on ne peut pas démissionner à sa place. On ne peut pas démissionner à sa place. Ça n'a pas de sens. L'Africa Foot ne peut pas démissionner à la place de Marc Brice. Il fait des démentis qui sont formels, clairs, dont il n'a pas démissionné. Deuxièmement, ce n'est pas l'Africa Foot que Marc Brice s'adresse s'il veut démissionner. Dans le contrat, son interlocuteur, c'est l'État, représenté par le ministère. Donc, c'est un faux débat. Mais pourquoi on parle de fausse vraie démission? Fausse vraie démission. C'est-à-dire que quelqu'un peut démissionner ou vous le démissionnez. Est-ce que dans un démissionnement, on est dans la démission? Mais le débat n'est possible que parce que l'Africa Foot estime qu'il est en possession d'un ensemble de documents, qu'elle est méthodes authentiques et qui lui permettent d'acter cette démission, de prendre acte. Bon, on voit très bien que si l'Africa Foot n'a pas été en mesure de résilier le contrat de Marc Brice, puisque l'Africa Foot dit que d'après les textes, c'est à elle que revient cette prérogative de choisir, de nommer un entraîneur et de signer un contrat. L'Africa Foot dit ok, c'est nous qui avons validé ce contrat au niveau international. Alors, si l'Africa Foot le dit, il dit je prends acte, donc je considère que Marc Brice n'est plus entraîneur, je vais. Mais sauf que, tu n'as pas pu imposer un entraîneur qui soit autre chose que le choix de l'État. L'État a mis à disposition. Tu n'as pas pu le faire. Non, ça veut dire que tu ne peux pas faire, tu n'as rien à imposer à l'État. C'est ce que ça veut dire. Bon, qu'est-ce qui a changé? Même si Marc Brice avait démissionné, ça ne change pas la convention. Effectivement. La convention demeure. Et la convention donne ses prérogatives à l'État. D'autant plus que l'Africa Foot est en faillite, il ne peut pas avoir de l'argent pour payer un entraîneur. Donc, où est qu'on est dans une discussion, où est que quand vous examinez très bien ce qui se passe, vous comprenez qu'on est en train de manipuler les gens. Il y a une surenchère qui masque le vrai débat, à savoir ce qu'ils sont en train de vous dire, neutraliser les affaires, par je te tiens, tu me tiens pour qu'on neutralise les affaires. Il y a une plainte aux États-Unis qui est sérieuse au niveau du FBI. L'Africa Foot soupçonne que c'est l'État qui est derrière, en se cachant derrière les intermédiaires. C'est un fameux avocat Salaï. Donc, avec ça, l'Africa Foot se dit j'ai les moyens de vous faire chanter comme le fameux match à Garoua. L'Africa Foot a réussi à faire chanter en ramassant des juniors, les U20, pour dire ok, moi je vais les faire jouer à la place des Lions. Et le gouvernement, entre guillemets, avait cédé. Voilà, pour ne pas perdre le match. Donc, c'est la même situation. La même situation. Donc, ça montre dans quoi on se trouve. C'est depuis banditisme. C'est de la fémania qui a pris en otage le football. Des gangs ont pris le football. Voilà. Des gangs ont pris en otage le football. Mes mots ne sont pas dus, ce sont des faits. Voilà. Donc, le débat il est là. On espère qu'une fois de plus, le chef du football, à savoir le chef de l'État, va siffler la récréation. Rapidement, la récréation. Le temps plus qu'il y a des. Il a sifflé plusieurs fois et apparemment les joueurs ne savent pas écouter. Les enfants qui jouent dans la cour ne savent pas écouter ce sifflet. Bon, ils écoutent de temps en temps, puisque finalement, la querelle a fait semblant de se taire. Il y a eu une espèce de normalisation. Une accalmie avant la tempête. L'accalmie provisoire, très provisoire, qui pouvait que rebondir à chaque fois qu'un clan estimait que bon, mon magot est menacé parce que l'autre clan a vu comment j'ai volé, veut me faire chanter, donc c'est tiré dessus. C'est une honte, le football camerounais. C'est une honte et c'est triste de voir ça. Il faut arrêter ça. Je suis partisan de ce qu'il faut que les mains qu'on nettoie. C'est la dépendance. L'État a besoin de son totem au football, je l'ai toujours dit. Et en face, on le sait. Et on joue dessus.
le président doit prendre son responsabilité. Il va être obligé une fois de plus de prendre son responsabilité parce qu'il y a des dates qu'il a en vue, là, d'ici, je crois, décembre. Septembre. Je ne suis pas très fan de football à ce niveau-là, mais c'est d'ici peu, il y a des agendas à respecter. Et on va voir, on va recommencer les mêmes scènes. Donc, on se sait, l'Africa Foot lève les enchères parce qu'elle s'est dit qu'elle est en position de force pour l'instant. Mais ça ne va aller nulle part parce que le débat est simple. Si M. Eto'o et l'Africa Foot veulent être sérieux, qu'ils appliquent la recommandation de la FIFA, à savoir rompre la convention de 2015. Et puis, ils prennent en charge les charges financières liées au football. C'est tout. Il faut arrêter ça. Donc, à partir du moment où il n'y a pas cet acte-là, ça veut dire qu'on vend du vent aux gens et on fait du... l'arbre, on met en avant un arbre qui cache la forêt de détournement et toutes sortes de pratiques mafieuses qui y a autour du football. Le vrai débat pour l'Africa Foot, c'est de dire, ok, je prends l'engagement, je vais rompre cet accord. Convention. La convention. Parce que c'est un accord, on appelle ça, c'est un accord des parties. Accord parti, donc elle va s'en tenir à ça. Donc, même la FIFA a reconnu que tant qu'il y a l'accord là, ne viens pas crier dans mes oreilles que FIFA intervient. La FIFA dit, je suis prêt, mais rompre l'accord. Tant que l'accord existe, l'État a le droit de s'ingérer, entre guillemets. S'il faut appeler ça ingérence. De l'autre côté, je suis de ceux qui estiment que l'innovation camerounaise doit continuer. Parce que c'est parmi ceux qui estiment qu'il faudra tôt ou tard en finir avec l'impérialisme de la FIFA sur le football mondial. Je suis de ceux qui militent pour ça. Dans le monde est parfois impérialisme. Il est gentil, je ne trouve pas mieux. La FIFA, c'est un parti politique au service de l'Occident. La guerre en Ukraine nous a appris ça, non? Oui, la Russie a été exclue. La FIFA est au service de l'Occident avec la promotion de valeurs qui sont inacceptables chez nous du point de vue de notre culture, pour ne parler que de notre culture. La FIFA exploite les sacrifices des États en matière d'investissement financier dans le football et en retour, les États ne font pas grand-chose. La FIFA n'a pas de comptabilité, c'est une structure qui est gérée de manière mafieuse. Pourtant, elle brasse beaucoup de milliards de dollars. Tout ça, c'est un problème. Mais à chaque fois, moi, on nous brandit la FIFA et on se retrouve dans une situation où le TAS, voilà, un tribunal de brigands. Brigands. Pourtant compétent pour les six possibles. Compétent de quoi? C'est un tribunal de paix, c'est-à-dire de mafieux. Même maintenant, les États européens se plaignent de ce tribunal de TAS qui sait s'exonérer de tout respect à l'égard des législations nationales. C'est un tribunal, c'est-à-dire de gentlemen, hein? C'est-à-dire que les acteurs sont mis ensemble que non, que notre tribunal. On va imposer ça aux États. Mais comme le football est une drogue mondiale, bon, ça marche, mais jusqu'à quand? Donc moi je dis que la convention entre l'État et l'Africa Foot, c'est une innovation camerounaise qu'il faut maintenir. Maintenant, le reste, il faut savoir gérer ça. Et il faut des gens sérieux pour gérer ça. Manifestement, il n'y en a pas. Pour l'instant, en tout cas. Il n'y en a pas. Président Banakani, après le démenti de Marc Brice, l'Africa Foot est-elle en droit d'insister sur sa position, comme le démontre le document qu'elle a publié le 24 juillet? Elle insiste sur quoi? Insiste sur le fait que Marc Brice a démissionné de. Je vous dis que c'est un débat pour gamins, ça n'a pas de sens. C'est un faux débat. Marc Brice n'a pas démissionné. Si c'est Marc Brice qui démissionne, il a dit qu'il n'a pas démissionné. Et à partir du moment où ce n'est pas l'Africa Foot, n'est-ce pas, d'être le lieu où Marc Brice gère sa démission, ce débat-là, c'est pour embrouiller les gens, ça n'a aucun sens. Le ministre l'a bien rappelé. Les termes sont clairs. Le contrat est signé entre deux entités. L'État du Cameroun, représenté par le MINICEF, et d'un côté, Marc Brice, représentant ses intérêts, y compris ses assistants, etc. Voilà les deux signataires. L'Africa Foot, on a mis à disposition l'Africa Foot de gère l'entraîneur. C'est tout. Je vais vous expliquer les enjeux de cette bagarre. Il n'y en a pas d'autres. Voilà les seuls enjeux tels que je voulais décrire. Une affaire dans l'affaire. Je vous expliquer ça. C'est le président Banakani. Je voudrais revenir sur cette approche que vous avez de la Maintenant, ça n'enlève pas le fait qu'il y a eu des problèmes, peut-être dans la gestion du salaire de Marc Brice. Ça n'explique pas ça. Mais ce ne sont pas les prérogatifs de l'Africa Foot. Monsieur le président Banakani, vous avez dit tout à l'heure un mot qui m'a semblé intéressant. Vous avez dit l'affaire dans l'affaire. Voilà.
On a le souvenir que récemment, vous l'avez dit notamment, que la FECAFOOT a été, notamment son président, a été traduit en justice aux États-Unis pour des faits de détournement de fonds qui sont assez complexes. Et il n'est pas sûr, entre guillemets, qu'il soit reconnu coupable. C'est une possibilité. Il est présumé coupable jusqu'à ce qu'il soit condamné. Monsieur le Président Managani, vous avez entendu certainement parler de ce qu'on appelle le théorème de Pasqua. Sans compter que le plein de TCS. Justement. Monsieur le Président, le théorème de Pasqua dit, quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne ne comprenne plus rien. Monsieur le Président Managani, est-ce que vous pensez que le cas actuel de la FECAFOOT s'applique concrètement au théorème de Pasqua, Monsieur le Président Managani? Vous ne l'avez même pas fini. Oui. Donc, Monsieur Eto'o est en train de jouer le théorème de Pasqua à fond. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, il est un arbre qui cache la forêt. La spécificité du football camerounais, elle n'est pas très différente des autres footballs africains. C'est que c'est l'État le patron, c'est lui qui investit. Beaucoup d'argent en tout cas. J'ai dit que c'est lui le patron. Maintenant, il délègue. Il délègue par respect de dispositions internationales. Il partage des prérogatives avec la FECAFOOT, tout en rappelant que le football participe des missions de service public. Et de ce fait, de ce point de vue, la FECAFOOT, à un certain niveau, on peut dire, est un démembrement de l'État. Si vous avez compris ça, vous comprenez que le président Samuel Eto'o, c'est un arbre qui cache la forêt. Parce que, pour le président de la FECAFOOT, il faut que la présidente donne son nom. C'est le président qui élit le président de la FECAFOOT. Monsieur le président, vous avez l'habitude de rappeler cette réalité-là qui, moi, me gêne parce que moi, j'ai vu sur les médias nationaux l'élection du président Samuel Eto'o, monsieur le président Managani. J'ai vu comment il a jubilé quand il a été élu, monsieur le président Managani. Vous avez aussi comment une élection aussi transparente, organisée par les Kamalepo, vous dites que c'est la présidence qui décide. Je suis un peu confus, monsieur le président. Vous êtes confus parce que vous voulez l'être. Vous avez aussi vu le président Samuel Eto'o aller dans des médias internationaux rappeler qui sont ses patrons. Donc, ce n'est pas de ma faute. Je tire seulement les conséquences. J'espère vous avoir répondu. Puisque il a dit au monde entier qu'en réalité, les élections qu'on voit là, c'est une façade. Que le patron, c'est à la présidence. C'est tout. Bon, même si je n'avais pas dit ça, on sait comment ça se passe. J'ai dit ça. C'est la présidence qui décide qui gère la FECAFOOT. C'est normal. C'est l'État qui supporte les frais. Tous les financements, c'est l'État. C'est l'État. De ce point de vue, l'argent de la FECAFOOT, tant que ce n'est pas de l'argent qui vient de l'extérieur, et encore, je précise, les subventions qui viennent de l'État sont de l'argent public et sont soumis aux normes de la comptabilité publique. C'est la moindre des choses. Donc je dis que de ce point de vue, le président Samuel Eto'o, c'est un gars qui cache la forêt. Ça se joue à la présidence et les différents clans soit s'entendent sur celui qui doit être nommé, à condition qu'ils soient en capacité de satisfaire les différents clans dans leur demande. Je vous ai dit, il y a la FECAFOOT, il y a la présidence de la République, il y a le ministère, il y a le secrétariat général. L'appétit de corruption. Gérer la FECAFOOT, c'est savoir satisfaire ces différents clans. Répartir entre les différents clans. Oui, répartir soit l'argent, soit ce qu'on appelle la préséance, en termes d'honneur, etc. Les prérogatives, il faut savoir gérer tout ça. Bon, peut-être que la conception de cette affaire par le président Samuel Eto'o peut créer une situation inhabituelle, mais dans le fond, c'est la même chose, il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est toujours comme ça avant. Tout ça, c'est que le football marche bien quand on vole bien. Voilà. Quand on ne vole pas bien, le football en pâtit, comme on voit les joueurs en souffrir. Bien qu'on ait eu un entraîneur enfin qui a de la personnalité et qui fait son boulot. Merci, monsieur. Alors, je sais que quand on dit ça, ça va les pros FECAFOOT. Les églisiens, comme on les appelle. Bon, si vous voulez appeler les comme ça, bon. Non, c'est pas moi. Ils s'appellent comme ça. D'accord, c'est bon. Bon, mais moi, j'ai dit, les pros FECAFOOT peuvent faire ça. Ils vont sortir, nous faire des leçons de patriotisme, etc. Bon, je crois que il n'y a pas de meilleure manière, il n'y a pas pire que celui qui se ment lui-même et croit que son mensonge est la vérité. Il n'y a aucun patriotisme à la FECAFOOT, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Puisque à chaque fois, Samuel Eto'o n'a pas hésité à privilégier les entraîneurs, comme on dit, blancs. Blancs. Donc, deuxièmement,
on n'est pas anti-patriote au Cameroun quand on est contre l'Africa Foot. Ça reviendrait à dire que le monopole de patriotisme, c'est l'Africa Foot qu'on trouve ça. Bon, c'est du n'importe quoi. Je crois que même ce que vous appelez dixième ne peut pas croire à ce genre de bêtises. Mais il faut faire attention. Les problèmes sont clairs, sont là. Il faut qu'on les affronte. Le football camerounais est malade. Il n'est pas malade parce qu'il y a un problème de football au Cameroun. On est un grenier footballistique à faire pâlir tous les pays du monde. Les génies au Cameroun, on les trouve dans la rue. Simplement, il y a l'incapacité des acteurs majeurs de football, des acteurs institutionnels, à se mettre à la hauteur du génie camerounais en la matière et des acquis que le pays a engrangés, justement par ce génie-là. C'est ça le problème. Il faut régler ça. Quitte à fouetter très fort dans la fourmilière. Moi, je suis partisan d'un nettoyage radical. Je dis bien radical. Malheureusement, nous ne sommes pas au pouvoir. Merci, Président Manakani. Nous restons toujours au Cameroun avec le Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun, Dr Joseph John Gouté, qui a présidé les 24 et 25 juillet dernier les cérémonies de pose de la première pierre des travaux d'aménagement de la zone d'activité industrialo-portuaire de Missolé 1 sur les rives de la Dibamba, du projet de construction du terminal mixte vraquier sur la rive droite du Vouri à Bonabéry. Monsieur le Président Manakani, quelle est la pertinence économique d'un tel projet? Elle est simple. Vous voulez savoir la pertinence économique, c'est visiter un peu, regarder la situation des pays enclavés. Les pays qui n'ont pas de port ont beaucoup de problèmes. Pour régler ça, il a fallu élaborer un droit international qui donne des privilèges objectifs à des pays enclavés, en rapport avec les possibilités qu'offrent les pays qui ne sont pas enclavés. Les pays qui ont une façade maritime. Une façade maritime, c'est ça qu'il s'agit. Donc, avoir une façade maritime, c'est une opportunité extraordinaire parce qu'elle vous permet, du point de vue maritime, d'avoir accès au monde. Donc, il n'y a pas d'économie sans port. Il n'y a pas d'économie sans port parce que c'est une porte d'entrée. L'entrée maritime. Marchandises, en tout cas. Les marchandises, même des hommes. Les marchandises, etc. Donc, c'est une façade commerciale essentielle pour un pays et un levier de recettes. C'est pour ça que quand on parle de fiscalité, on parle de fiscalité de porte et de fiscalité d'assiette. Je crois que la fiscalité de porte renvoie à ce qui est perçu au niveau des ports. Perçu au niveau des ports. Donc c'est un levier extraordinaire en matière de recettes financières, en matière logistique, en matière d'industrialisation. Et pour le cas du port, on parle bien en ce qui concerne l'extension du site de Missolé. Oui. Missolé 1, on parle d'un hub industrialo-portuaire. Le mot n'est pas par hasard. Parce que qu'est-ce qu'un port peut offrir en la matière? Un port doit offrir des terminaux, des infrastructures, des terminaux qui permettent aux bateaux d'être bien servis. D'accoster en tout cas. D'accoster dans un temps court et dans des conditions suffisamment standardisées, c'est-à-dire en rapport avec les standards internationaux. Vous êtes dans un domaine où il y a de la concurrence entre les ports dans le monde. Et si votre port n'est pas en capacité d'attirer les bateaux, à ses prestations, tout voilà, il est déclassé. Donc le port doit développer une gamme d'activités portuaires capables de répondre à la demande. Alors ça demande d'investir, de moderniser les parcs portuaires, les terminaux, de les moderniser, de les mettre au niveau des standards internationaux. Effectivement. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que le président dit en 2011, il faut que le port de Douala devienne la référence dans le golfe de Guinée. Ça ne peut pas devenir une référence si vous avez les problèmes que le port de Douala a. Je vais vous citer le problème. Ces terminaux portuaires étaient saturés. Donc, les 1000 hectares de domaine public qui lui étaient affectés étaient quasiment épuisés. Alors que la demande ne faisait qu'augmenter. Donc, il faut régler ça, le manque d'espace pour les industries. Dans un pays qui a dit, dans la stratégie nationale de développement 2030, que le défi, c'est la transformation structurelle de l'économie. Gros mot. L'impostitution. Voilà, l'impostitution. Vous ne pouvez pas faire ça s'il n'y a pas de l'espace pour les industries. S'il n'y a pas de carrefours, de corridors logistiques qui permettent, n'est-ce pas, à partir des ports, d'articuler
la grande stratégie nationale et puis par exemple un port qui soit en situation de répondre à l'ambition du pays en la matière. Donc, il y a le problème de congestion routière chronique sur les voies d'accès au port. Et, je l'ai dit, le volume de marchandises traitées qui dépasse les capacités initiales du port. Là, il fallait régler ça, ça peut plus tenir. Le port dit qu'il traite plus de 400 camions par jour au niveau du port. Ça crée des problèmes de congestion routière. On vit ça tous les jours. Mais avec la mise sur pied de l'infrastructure portuaire de la Dibamba, on va canaliser ces camions-là. Une partie en tout cas. Une partie vers la façade fluviale du fleuve Dibamba. Donc, on va délaisser cette charge-là de plus d'une centaine de camions. C'est beaucoup. C'est pas rien. Ça permet de régler en partie la question de l'entrée est de la ville qui nous pose des problèmes depuis des décennies, etc. Donc, jamais achevé. Voilà. Donc, le port a ciblé, le directeur du port, il a bien lu la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Il a bien lu ça et il a ciblé. Il a vu que le Cameroun a décidé de dire, Cameroun a dit, je veux les documents, hein, parce qu'il ne faut pas travestir ce que le port nous a dit. On dit le projet ciblera 9 secteurs prioritaires identifiés par la SND 30 pour la transformation locale. La fameuse transformation structurelle de l'économie, l'agro-industrie, la filière bois, forêt-bois, le textile, les mines, l'énergie, la construction, le numérique, la chimie et la pharmacie. Ça veut dire quoi? C'est pas que c'est le port qui va faire tout ça, non. C'est que le port doit avoir des terminaux qui répondent, qui soient en phase pour répondre aux besoins, d'abord logistiques, aux besoins d'offres portuaires nécessaires pour réussir cette transformation locale de nos matières premières en rapport avec la stratégie nationale de développement. C'est ça le défi. C'est pas quelque chose de grand. C'est un grand projet pour notre pays parce qu'on ne peut pas réussir la stratégie nationale de développement 2030 si le port n'est pas en situation de s'adapter à la demande générée non seulement par les activités portuaires en soi, mais aussi par le projet de transformation structurelle de l'économie. C'est vrai aussi pour la partie Bonabéry. Il y a aussi tout un grand projet là-bas. Vraquier, voilà, pour gérer le transit de vrac. Donc ça aussi, c'est deux gros projets en matière d'extension qui rentrent dans le plan de modernisation du port tel que la direction du port l'a développé 2020-2050, qui le défi est d'arrimer le port aux standards internationaux. Et dans ce cas, on a beaucoup avancé parce que même la notation internationale a reconnu, n'est-ce pas, les avancées qui sont faites au port autonome de Douala pour justement le mettre au niveau des standards internationaux. Donc, il faut saluer ça. Il faut saluer ça. D'autant plus que, je voudrais insister là-dessus, c'est bien beau de parler de tout ça aujourd'hui, mais toujours très modeste pour les gens du NMP. Mais il faut rappeler que c'est le combat du NMP. Quand nous avons commencé la bataille contre Bolloré, l'ancien concessionnaire du terminal à conteneurs, si vous l'appelez comme ça, c'est ce qu'il était, monsieur le président. Il n'avait jamais fait le port. Monsieur le président, il était concessionnaire du terminal à conteneurs. Je n'ai pas dit le contraire, c'est qu'il n'avait aucune expérience en la matière. Il faut rappeler ça. Il a obtenu le port dans le cadre de cette privatisation mafieuse qui nous ont été imposées par le FMI, la Banque mondiale. Et il est arrivé sans 5 francs, avec des bouts de papier. Et il est reparti, après avoir pillé le port, sa mine d'or. On évalue ce que Bolloré a gagné au port durant son passage à près de 8 000 milliards. Plus 8 000 milliards. Vous vous rendez compte? Beaucoup d'argent en tout cas. C'était sa mine d'or. Du Cameroun, c'était sa mine d'or. J'ai le document, si on fait une mission là-dessus spécialisée sur le port, je les sors. Le document existe. Donc, non seulement M. Bolloré pillait nos ports, mais il tuait les Camerounais. Puisque ce n'était pas seulement le port qui l'intéressait, il contrôlait les rails, les grandes plantations industrielles coloniales, Palmarin à huile, etc. Donc le gars, à terme, il était en train de vouloir devenir le patron de l'économie du Cameroun. Donc il était en train de vouloir devenir le patron de l'économie du Cameroun. Donc il tuait les gens au niveau des rails, il pillait le port, et il avait créé
Il avait autour de lui un lobby de ministres barons qui lui permettait de s'organiser pour placer le prochain président au Cameroun. Et le Cameroun devait devenir la propriété de M. Bolloré. Le seul parti qui s'est levé contre ça s'appelle NFP. Il faut rappeler ça. Nous lui avons dit dans les jours, les mois, les semaines qui viennent, l'année qui vient, ça sera toi ou le Cameroun. Nous l'avons dit, nous l'avons fait. Ça est allé. Parce que le président, chef de l'État, le président Biya a compris les enjeux. Il a pris sa responsabilité. On a quasiment nationalisé le port autonome de Douala. C'est ça la régie, terminale A à conteneur. On a placé là-bas quelqu'un, un patriote panafricaniste. Parce que Cyrus Go est l'un des rares responsables de ce niveau au Cameroun qui ouvertement assume ses convictions panafricanistes. Et a prêté une oreille très attentive à notre combat. C'est ainsi que nous avons été invités à plusieurs cérémonies de valorisation des activités portuaires, où il n'a pas manqué de nous dire ça c'est le panafricanisme portuaire. Voilà, c'est bon ça. Il faut rappeler ça, mon cher M. Nguessu. C'est lui, c'est victoire en tout cas. Oui, quand on voit comment le port aujourd'hui un pôle d'excellence dans notre pays, qui montre qu'avec de la vision et de la volonté, on peut faire de grandes choses au Cameroun. On est seulement loin d'une activité portuaire. On est dans un exemple qui peut faire tache d'huile dans tout le Cameroun. C'est en cela que c'est intéressant. Ce n'est pas seulement l'extension industrielle-portuaire, que ce soit à Dibamba Misolaire et à Bonabéry. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais c'est, on fait ça pour arriver où? C'est pourquoi. Mais quand on voit qu'enfin, un port qui cesse d'être néocolonial, parce que désormais ces activités s'articulent avec les grandes ambitions économiques du pays, dans le sens de sa décolonisation économique, vous devez être content. Nous devons être fiers de ça. C'est ça qui est intéressant en plus dans ce port. C'est que le port cesse d'être seulement une enclave néocoloniale. Déconnecté même de l'évolution économique du pays. Mais ça devient, comment on dit ça, un levier de la décolonisation du pays. Et le directeur général du port, il assume ça. De manière technique, il assume ça. Et on voit le bilan. On voit le bilan. Depuis qu'elle appelle les reines du port, on voit le bilan. Donc, en plus de ça, il y a la CNPS. Donc, je veux dire quoi? Le Cameroun a des capacités. Nous avons les moyens de sortir, de coloniser notre pays et d'en saisir les rênes. C'est pour ça que ça prend une dimension particulière, alors qu'on voit de plus en plus le chef de l'État se lancer dans des dynamiques de renationalisation d'entreprises stratégiques. Donc, on voit, ça prend son sens. C'est le sens de l'avenir. Voilà l'avenir du Cameroun qui se décide. Dans des pôles d'excellence comme ça, qui bien articulés, vont donner une vraie charpente, une vraie dorsale concrète, un véritable squelette à ce qui reste aujourd'hui un alignement théorique de concepts, à savoir la stratégie nationale de développement horizon 2030. Ça donne du concret. Donc pour nous, il faut saluer ça. Nous saluons le directeur général du port. Nous saluons aussi ça à mettre à l'actif du président. C'est pour ça que je crois que si je viens de votre question, si on n'avait pas ça, ben, ça serait difficile de donner un visage très très concret au bilan des grandes opportunités qui étaient au cœur du mandat présidentiel qui est en train de finir. Donc nous saluons ça. On dit en avant, monsieur le directeur général du port, en avant à l'État du Cameroun, dans cette ambition portuaire, en tant que levier important de la réalisation de la stratégie nationale de développement Horizon 2030. Président Manakani, ce projet ne peut-il pas être perçu comme un outil pour la campagne des élections présidentielles à venir? On s'en fout, pourquoi pas? Si ça sert à la campagne et que ça se réalise, ça crée les emplois, puisqu'on nous parle de 150 000 emplois directs, 500 000 emplois indirects. Mais on s'en fout, tant mieux. Tant mieux. Mais dans le cas du port, c'est malhonnête de vouloir réduire ça à des campagnes, une affaire de campagne électorale, parce que le port a une dynamique depuis l'arrivée, depuis la libération du port. C'est le mot qu'il faut employer. Libération du port. N'est-ce pas, de M. Bolloré et son réseau endocolonial interne, composé de barons, qui eux étaient dans leur stratégie de conquête du pouvoir. Vous rappelez ça? Il faut rappeler que des barons de ce régime sont allés à l'encontre des décrets présidentiels en plein jour. Et en plein jour, au point d'organiser l'arrestation du DG du port.
a dit en plein jour, on a dit à Bolloré, tu vas reprendre ton port, reste tranquille. Et on a cassé les pieds à monsieur le port. Le port autonome perdait le procès à Douala dans des conditions rocambolesques pour aller les gagner à l'étranger. Et le même procès qu'il perdait ici, il les gagne à l'étranger. Donc ça voulait tout dire. C'était un enjeu extrêmement capital. Et puis, de manière symbolique, si le Cameroun est déjà libéré dans sa façade maritime, puisque c'est par là que la colonisation est entrée, oui. Il est symboliquement, ça veut dire que la libération est enclenchée. Et soyez fiers comme NMP d'être le seul parti qui a assumé ça. Le seul parti qui a assumé ça. Alors, n'intéresse pas les partis politiques au Cameroun, et tous les candidats à la présidentielle, ça ne les intéresse pas. Par exemple, je touche la question, s'il vous plaît. Oui, ben, j'ai dit donc, on ne peut pas dire que c'est une affaire de campagne électorale, parce que c'est depuis des années que le plan de modernisation du port est connu, comment des mécanismes financiers ont été mis sur pied, avec des leviers internes et externes. La question, par exemple, du dragage a été réglée. Ça a permis de doter le port d'une capacité d'autofinancement qui est réelle, hein, puisqu'on économise tout l'argent qui était volé dans le fameux dragage. Des milliards en tout cas. Des milliards, des centaines de milliards qui étaient pompés comme ça dans le fameux dragage. Maintenant, c'est réglé, c'est confié à une régie liée au port qui gère l'affaire et les pays même aux alentours sollicitent ça. Je voudrais vous rappeler que nous sommes au fait de ce que beaucoup de dirigeants de la sous-région veulent imiter le port. Voilà. Sur son exemple, et regardent son succès pour se libérer aussi de la colonisation portuaire que la France a imposée dans nos pays. Donc, il est très important de voir que c'est possible. L'excellence est possible dans nos pays, pourvu qu'il y ait une volonté politique de rupture. De rupture assumée avec la continuité coloniale. Les compétences sont en place, les moyens humains sont en place, pourvu que la volonté politique soit. Donc, c'est un gage, ça montre qu'on peut, et on va le faire. Mais président Bandakani, qu'est-ce qui peut justifier l'enthousiasme observé autour de ce projet par les autorités gouvernementales? Parce que justement, c'est un des pôles d'excellence, c'est-à-dire que le pôle de réussite. Là où tous les grands projets présidentiels sont coincés entre l'inertie, l'échec notable. L'échec, tout ça comme ça. Tous les grands chantiers structurants, les barrages, les routes, etc., sont dans un état d'exécution très, très, très lamentable. Vous voyez, donc c'est une lumière dans une nuit noire. Oui, oui. Les projets au Cameroun qui sont toujours annoncés en grande forme, jamais achevés. On ne va pas de le dire. On fait des projets, on les réalise en 15 ans, en 20 ans. Il y a un problème. Avec des avenants. Des montants dilatés, des coûts globaux. Si vous voulez utiliser un langage technique administratif ou les initiatives, je dis, les projets tels que perçus n'ont rien à voir avec tels que conçus. Les gens de la fonction publique, ils comprennent quand ils parlent comme ça. Et ils vont comprendre. Notez, monsieur le président. Donc, tout ça, ça va plomber les projets. Donc, voilà un exemple de réussite. Je dis encore avec la CMPS dirigée par M. Mekoulou. Ce sont des exemples de réussite qui nous montrent que il y a des pôles d'excellence dans ce pays, il y a des leviers dans ce pays qui peuvent dégager un grand mouvement national de décolonisation. Monsieur le président Bandakani, nous allons quitter le Cameroun, votre cher pays, pour aller tout à côté, en RCA, un pays pour lequel vous avez une admiration particulière. Vous y avez joué un rôle utile à un moment particulier avec ce pays. Et je pense que le président Touadéra vous le doit, parce que je n'ai pas oublié ce moment particulier. Monsieur le président Bandakani, le président Touadéra, qui est par ailleurs président de la République centrafricaine, et qui est aussi président de son parti politique, le parti du nom, le mouvement des cœurs unis, a finalement accepté, lors de son congrès récemment tenu à Bangui, de se porter candidat à l'élection présidentielle de décembre 2025. Il a déclaré, je le cite, « Mes très chers compatriotes, je ne saurais comment vous exprimer toute la gratitude que me cause le renouvellement de votre confiance au vœu du mouvement Cœur Uni de m'investir comme candidat aux élections présidentielles de décembre 2025. Évidemment, clairement, je réponds oui. » C'est-à-dire le président Touadéra affirme qu'il sera candidat une fois de plus. Mais cette affirmation du président Touadéra ne suscite pas que de l'unanimité au sein de la classe politique centrafricaine, parce qu'effectivement, le bloc républicain va défendre la Constitution, un mouvement qui milite pour le retour à la Constitution du 30 mars 2016. Cette Constitution, en l'occurrence, stipulait, en son article 35, le président de la République est élu suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à 2 tours. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Mais il a intervenu en 2023, M. le président Bandakani, un référendum qui a été approuvé à 95% par les Centrafricains et qui indiquait clairement que le président Touadéra pourrait, au regard de la nouvelle constitution centrafricaine, briguer un nouveau mandat. M. le président Bandakani,
On se souvient encore de votre présence en RCA. Vous avez été le porte-parole des observateurs africains sur le référendum qui s'est tenu dans ce pays, M. le Président Manakani. Vous êtes donc de fait un soutien objectif de cette réforme constitutionnelle. M. le Président Manakani, quel est votre regard sur ce nouveau mandat que le président Tadera demande au groupe centrafricain? D'abord, je voudrais établir une norme. Le président ne me doit rien. Nous le devons parce que c'est un pionnier dans le mouvement panafricaniste tel qu'il a renaquis dans les conditions actuelles de l'Afrique. Donc, c'était pour nous un honneur d'être reçu et accueilli dans des conditions, j'allais dire, vraiment grandioses. C'est pas la modestie, parce que je me souviens de cette vidéo, et j'ai vu que dans votre endroit, il avait beaucoup de, je dirais de respect, et il a témoigné dans son propos, je me souviens bien, des propos assez agréables à votre endroit, alors les Africains qui vous accompagnaient pour ces élections. Non, c'est pas la modestie, mon cher monsieur Nguessi. C'est pas de la modestie, c'est... Je m'excuse, hein. Je m'excuse devant nos internautes, je m'excuse. Je le comprends. Voilà. Ce n'est pas de la modestie. Ce que je restitue à César, ce qui appartient à César. Excusez-moi de convoquer l'empereur romain. L'empereur romain. Ce n'est pas de la modestie. C'est que le président Touadéra, c'est quelqu'un... C'est un grand président au regard de son bilan. Quand on voit quel pays il a hérité, eux, il a amené aujourd'hui sa force du respect. Je suis honoré d'avoir participé à cette aventure, cette grande œuvre. Référendaire. Je voudrais saluer le président d'avoir pensé que ma modeste personne pouvait jouer un rôle. Ce n'est pas de la modestie. C'est plaisant. Qu'est-ce qu'il veut, M. Je vous condamne un troisième mandat pour faire quoi? Je ne vous condamne pas pour ce que vous pensez, hein, mais je vous le pense simplement. C'est noté, M. le Président. Je vous en prie. Donc, ce que je pense, il n'y a rien à penser. Vous avez dit que nous avons été des acteurs importants de ce référendum constitutionnel. On l'assume. La perspective panafricaniste est claire. Il n'y a pas de constitution en Afrique qui soit digne de ce nom. Il n'y a pas. En l'état? Oui, il n'y a pas. Puisque ce sont tous des constitutions coloniales. On a transporté dans les valises diplomatiques françaises, des constitutions françaises. On a changé 2 ou 3 articles. On est venu coller ça sur des réalités qui n'avaient rien à voir. Ce sont des constitutions coloniales. C'est un fait. En attendant de les changer, en attendant l'avènement de vraies constituantes dignes de son nom, on fait avec. On fait avec. De ce point de vue, donc, pour un panafricaniste, une constitution vaut parce qu'elle permet de faire avancer la décolonisation. Il faut bien comprendre. Une constitution, dans le contexte africain actuel, a de la valeur. A de valeur. Oui, que si elle contribue. Oui, que si elle permet, quand on la manipule, quand on la gère en tant que telle, de faire avancer les combats de décolonisation. Peu importe les moyens qu'on utilise. Il faut bien comprendre ça. De ce point de vue, donc, quand un président est dans une dynamique panafricaniste, on voit sa démarche, il veut changer la constitution pour l'accompagner. Non, on te soutient. Là, on peut un rapport fétichiste. Nous ne sacralisons pas les constitutions. En plus de constitutions néocoloniales. Ce sont des instruments pour libérer l'Afrique. Si ça ne c'est pas ça, et demain, c'est quoi ça? Un tas de papier, un document néocolonial, et qui subit tout ce qu'on voit, et qui est à l'origine de beaucoup de problèmes en Afrique. Donc, c'est important de bien les structurer. On était dans notre rôle de panafricaniste. Il fallait lever une constitution qui doublait, triplait les signatures présidentielles. Qui empêchait le président de se représenter, en tout cas. Non, mais d'abord, qui faisait qu'il doit partager sa signature avec un ministre ou un premier ministre. Vous avez oublié ça? C'était original. La France, oui, mais la France a réussi. Le moins pire des aspects de la Constitution, M. le Président. L'aspect le plus intéressant, c'était la limitation des mandats. Il a levé le verrou, M. le Président. Oui, si vous êtes dans le démocratisme néocolonial, mais de manière fondamentale, on le constate par une constitution où le président doit co-signer avec son ministre des Finances et son premier ministre pour faire plaisir à la France. Et sur la dévolution de trucs essentiels comme les matières premières. Vous vous rendez compte, on avait jamais vu ça. Alors bon, ça ne gênait pas ce qu'on appelle les groupes politiques armés. Voilà. Un autre jargon pour insulter la dignité des Africains. Nous réduire à des singes.
groupe politico-armé. Vous avez entendu de tels mots comme ça en Europe, en Occident? Vous pouvez entendre ça? Non, je me souviens. Est-ce qu'il n'y a pas pour autant les groupes armés en Occident? Oui, il y en a. Il y en a en Corse, il y en a en Espagne, il y en a en Irlande. On peut citer. Aux États-Unis, il y a plein de groupes armés. Vous ne savez pas ça? Ça existe. Les milices armées plein aux États-Unis. Mais est-ce que pourtant, vous pouvez entendre, quand on dit groupe politico-armé, jusqu'à on les fait asseoir sur la table pour discuter avec un président? Il y a qu'en Afrique, puisqu'on est, nous sommes des singes, on est habitués à ça. Et ça nous plaît même. Il y en a qui portent les vestes. Chef de groupe politico-militaire, n'importe quoi. Donc, cette constitution-là, il fallait la changer. Pour donner de la perspective à un président qui travaille, qui lutte pour son pays, qui est au cœur du redressement de son pays, qui est au cœur de la libération de son pays. Le bilan est là à tous les niveaux. Le bilan du président Touadéra est exaltant. L'empêcher de continuer relève d'un retour en arrière inacceptable. Donc nous assumons notre soutien au président Touadéra. Nous avons demandé depuis très longtemps qu'il se présente, parce que pour nous, ne pas se présenter aurait été de la lâcheté. Pour nous, nous l'avons demandé depuis très longtemps. Nous sommes satisfaits. Je vous ai écouté alors. Oui, si vous voulez. Satisfait, M. le Président. Très satisfait. C'est noté, M. le Président Mandakani. Cette fois-ci, nous allons arriver au niveau de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du côté de la Côte d'Ivoire, où il s'est produit quelque chose de particulièrement douloureux. Douloureux parce qu'un activiste panafricaniste, Alino Faso, est mort dans des conditions pour le moins suspectes, M. le Président Mandakani. Ouais. Le gouvernement de Burkina Faso, le pays dont il est originaire, dénonce une mort suspecte et exige des explications car, selon lui, c'est avec consternation et indignation qu'il a appris le décès dans des constances troubles de son ressortissant Alain Christophe Traoré, annoncé comme mort le 24 juillet 2025 à l'école de gendarmerie de Côte d'Ivoire. Il dénonce par ailleurs une gestion opaque de la situation, un mépris des droits humains et assimile cette disparition à un assassinat crapuleux, condamnant ainsi le délai de 72 heures qui a été utilisé pour publier notamment le décès qui était survenu quelques jours avant M. le Président Mandakani. Il faut rappeler que M. Alino Faso, qui est un activiste burkinabé, a été interpellé le 10 janvier 2025 à Abidjan. Il était poursuivi pour intelligence avec un État étranger, son pays d'origine, je suppose, pour complot, pour espionnage, diffusion de fausses nouvelles et collecte d'informations sensibles. Il était réputé proche du cabinet Ibrahim Traoré, avec qui même il avait pris des photos de M. le Président Mandakani. Dans un communiqué rendu public, le Burkina Faso a clairement dit, et je le cite, la mort de Alino Faso ne restera pas impunie. M. le Président Mandakani, entendant que l'enquête ouverte par les autorités ivoiriennes livre son verdict, qu'est-ce qu'on peut dire à lui mettre cette situation particulière des droits humains en Côte d'Ivoire, M. le Président Mandakani? Est-ce qu'elle est particulière? En quoi est-ce qu'elle est particulière? Elle est simplement symptomatique du rôle historique qu'on a attribué à un régime, celui du triste personnage appelé M. Ouattara, qui est la plus grande catastrophe qui a frappé l'Afrique depuis plus de 50 ans. Président, vous êtes encore sur cette qualification péjorative, M. le Président Mandakani. Vous ne modérez pas ça? Elle n'est pas péjorative. Elle est factuelle et elle est vraie. Vous l'appelez comment, le régime de Ouattara? Le président Ouattara, c'est un homme politique ivoirien qui a été régulièrement élu démocratiquement et qui exerce ce mandat. On peut citer beaucoup d'Africains qui étaient présidents. C'est le type de président qui vous impressionne? Non, c'est la responsabilité qu'il incarne et qu'il manifeste, M. le Président. Il a quelle responsabilité? Il a la confiance des Ivoiriens pour gérer ce pays. Dans les conditions que nous savons. Vous voulez qu'on revienne sur l'épisode de Gbagbo? C'est un peu loin. C'est comme si on remonte le temps, M. le Président. C'est un témoin. Ça témoigne, ça enseigne sur la nature du régime Ouattara. Je l'appelle, j'aime toujours le dire, c'est le régime de l'abjection suprême. Abjection suprême. Je mesure mes mots. Le régime de l'abjection suprême. C'est-à-dire que rien de bon ne peut sortir. Il peut construire 350 000 ponts en Côte d'Ivoire. Rien de bon ne va sortir. Parce que tous les ponts qu'il construit, ça sert plutôt à tuer la Côte d'Ivoire, à l'endetter, de manière à ce qu'il ne peut jamais revenir à ses véritables propriétaires, à savoir les Ivoiriens. Parce que, monsieur, construisez les infrastructures que vous voulez. À quoi elles servent? À quoi elles servent si les populations n'en profitent pas? Au sens où ça leur rend leur dignité politique, historique et individuelle. Ça sert à quoi? J'aime toujours rappeler que les colons construisaient les routes. Oui, pour développer la colonie. Ils construisaient les infrastructures. Pour exporter les produits. Mais malgré tout ça, il n'y a aucun pays au monde où les citoyens ont accepté la colonisation. Ça n'existe pas.
Il n'y a qu'en Afrique où on veut nous faire accepter la colonisation parce qu'on dit on construit les routes, on fait les ponts. Même là où il n'y a pas d'eau, on vient construire les ponts. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Le régime Ouattara, c'est l'abjection suprême. Monsieur Ouattara et son arrivée au pouvoir coïncident avec la mise en place d'un plan de recolonisation du continent africain. Là, il a expliqué, parce qu'il faut le dire, parce que tous les faux Ivoiriens, comme M. Ouattara finance, pour attaquer les panafricanistes, et en particulier votre serviteur Badakani, en disant que moins de choses, tu ne vois pas le vieillard qui est chez toi et consort, des choses comme ça, pour troubler le débat. Le président Biya ne peut pas être comparé à M. Ouattara. Sauf si on est de mauvaise foi, on ne peut pas comparer le président Biya à M. Ouattara. Ce que Ouattara a fait, aucun président n'a fait ça dans l'histoire de l'Afrique depuis 50 ans, 60 ans. Aucun. On conçoit qu'il y a des anciens résidus de la colonisation, les dinosaures que les colons ont installés, on comprend ça. Les Mbongo, tous ces gens-là, même les Sassou là, on conçoit tous ces gens-là qui soient là. On comprend. Ils sont les héritiers, les symboles d'une époque où nous n'avons aucun moyen de nous défendre. Parlons comme ça. Pas. Et quand on le faisait, on perdait les batailles. Ils avaient même perdu la guerre. Mais on ne conçoit pas qu'en 2010, quelqu'un qu'on a présenté comme le plus grand économiste du ciel et de la terre arrive et il a pour marque de la bête la recolonisation du continent africain. On ne peut pas accepter ça. Et on a vu depuis son arrivée au pouvoir, tout ce qui s'est passé au Sahel. C'est la conséquence de quoi? Si on a fait en Côte d'Ivoire, on a dit on peut le faire non pas partout, puisqu'il était l'original de tout un projet de démultiplication. Prototype de ce type de régime qu'on voulait installer partout. Vous n'avez qu'à voir que dès que nous avons lancé le mouvement panafricaniste, il a été le plus en ligne pour stopper ce mouvement. Vous l'attaquez, monsieur le président, vous l'attaquez. Non, on ne l'attaque pas. On n'attaque pas un colon. On chasse un colon. Ne pas attaquer le colon, c'est ce qu'il y a de pire sur terre. S'il y a un colon quelque part chez vous, vous ne l'attaquez pas, vous n'êtes pas des hommes. On lutte contre le colon, on le chasse pour décoloniser. C'est la tradition africaine que nos aînés nous ont laissée. C'est l'héritage que nos prédécesseurs nous ont laissé. Vous voulez qu'on laisse M. Ouattara, qu'on applaudisse M. Ouattara? Parce qu'on a peur des futurs influenceurs qui vont financer pour vous attaquer. Non, on ne peut pas laisser faire. Et nous sommes fiers d'avoir été la voix de l'Afrique, la voix digne de l'Afrique, pour dire non à l'entreprise que M. Ouattara incarnait. C'est-à-dire les prédateurs internationaux dans leur projet de recolonisation du continent africain. Là, ils n'ont pas caché. Les généraux français l'ont dit dans le Sahel, ouvertement. Et ils continuent à le dire. Ils nous envoient des messages dans nos plateformes qu'on va recoloniser l'Afrique. Donc, ce n'est pas un jeu, M. Nguesson. Si nos prédécesseurs ont lutté contre ça, nous, on doit continuer le combat. C'est la moindre dignité qu'on a à faire. M. Ouattara est la négation de la dignité africaine. Et il en est la négation absolue, ce monsieur-là. Il est ce qu'il y a de plus mauvais en Afrique. Donc, il symbolise ça sur le plan humain. Donc, tout ce qu'on va faire pour le blanchir, sa pratique quotidienne démontre que ce n'est pas un Africain. C'est un sous-blanc. En transit en Afrique, il va rentrer chez lui, puisqu'il ne fait pas une semaine, ça aller en France. Il habite en France et il gouverne la Côte d'Ivoire. C'est fonction, monsieur le président. Je dis qu'il habite en France. Je dis qu'il habite ici. Il réside en France et de temps en temps, il vient gouverner en Côte d'Ivoire. Puis il y a les Camerounais qui disent non, il fait le conseil des ministres. C'est quoi le conseil des ministres dans une colonie? Voilà les arguments qu'on met devant nous. Et ça impressionne les gens qu'il fait le conseil des ministres. Mais c'est quoi le conseil des ministres en colonie? C'est quoi? C'est quoi? Compter les plantations du maître, s'assurer que ça rapporte autant d'argent qu'il veut, s'assurer que les esclaves sont bien fouettés, sont à l'heure au travail. C'est ça la gouvernance en Afrique. Au terme n'est pas en faire. Je vous dis qu'au terme n'est pas en faire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette affaire est symptomatique de cette situation. M. Ouattara s'oppose à tout ce qui peut libérer l'Afrique. Et comme les États de l'AES sont dans cette dynamique, il est en guerre contre eux pour le compte du boyau de l'Élysée. C'est le problème. L'affaire d'Alino Faso n'est qu'un symptôme de cette affaire. Ce n'est pas une affaire isolée. Bon, sinon, quelqu'un qui réside en Côte d'Ivoire depuis 2022, il a même un restaurant là-bas. Bon, il est dangereux, pourquoi? Donc, c'est en 2025 qu'on a vu qu'il était en intelligence avec des agents étrangers et qui mettaient en péril les intérêts militaires de la Côte d'Ivoire. Vous croyez à ça?
Donc, quel est l'intérêt d'un gars qui sait qu'il est dangereux pour la Côte d'Ivoire de s'y installer, d'y avoir un restaurant? Mais sauf si les malades ne tient pas. En 2024, il est allé au Burkina défendre son pays dans le cadre des volontaires. C'est à partir de là qu'on a dit que bon, ok, on t'a repéré. Il n'y a rien qui peut expliquer ce crime. Mais M. Ouattara. L'enquête sur son cours. Mais M. Ouattara, c'est un tueur. Il n'a pas encore établi. Quelle enquête? L'enquête sur le décès de M. Alino Faso. Donc, il s'est suicidé. Vous croyez aux choses comme ça? Non, pour l'instant, l'enquête sur son cours, on ne sait pas si c'est le cas. Puisque dans les évidences actuelles, les faits tels qu'ils sont présentés, donnent une possibilité de suicide de M. le Président. Pour l'instant, l'enquête n'a pas encore débuté son verdict. Il s'est suicidé où? Ah, c'est lui le détenu, M. le Président. Vous êtes ou quoi? Le communiqué de l'État burkinabé, c'est pas de commentaire. Lisez le commentaire, le communiqué de l'État burkinabé. On ne se suicide pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on vous suicide. C'est-à-dire, on vous assassine et on dit que vous vous avez suicidé. Ouais. Les cas Bakayoko, les cas Bédié, vous les concitez? Monsieur Ouattara, c'est un tueur. Comme le colon tuait, pour se maintenir, Monsieur Ouattara tue. Dans la continuité du colonial, il tue. Donc moi, je pense que nous sommes de tout cœur avec le régime du Burkina Faso pour exiger que la lumière soit faite à cette affaire et que si il n'y a pas de lumière, que le Burkina dit, sa mort ne restera pas impunie. Le Burkina a tout notre soutien total. Soutien total. Mais, je l'ai déjà dit, que les États de l'AES n'auront pas de sommeil tant que M. Ouattara est au pouvoir. Je l'ai déjà dit depuis très longtemps. Tant que M. Ouattara est au pouvoir, et tant que, même s'il n'est pas là, il place quelqu'un, comme son fils, photocopier qu'il veut placer, etc. Tant que ce sera comme ça, l'AES ne sera pas au pouvoir. Donc la question de la Côte d'Ivoire, sous le régime Ouattara, ou sous le contrôle de la France et des prédateurs internationaux, c'est une affaire de suivi pour l'AES. Vous comprenez ça? Très bien. Donc l'histoire de Alino Faso vient simplement conforter cette situation. C'est clair. Je dis ça, je ne dis pas plus que ça. Les choses sont claires, je l'ai dit depuis très longtemps. Donc, une cohabitation n'est pas possible entre les deux entités, entre l'AES et M. Ouattara. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que M. Ouattara ne conçoit pas que l'AES existe à ses frontières. Et il ne conçoit pas ça. Il considère l'AES comme la plus grande menace qui pèse sur son régime. S'il faut appeler ça régime. Et en cela, c'est tenu par la France OTAN. La France OTAN. Et comme ils savent lever les enchères, Donald Trump vient déjà au Mali. Parce qu'il met le feu chez toi ici, il vient de te proposer les services de sapeurs-pompiers. On ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait bientôt régler la question de M. Ouattara. C'est la mission historique des pays de l'AES. Maintenant, à eux de voir comment est-ce qu'ils abordent ça, comment est-ce qu'ils gèrent ça. Donc, il ne suffit pas de faire la lumière sur la mort d'Alino Faso, même s'il est important de faire la lumière, parce que c'est grave, c'est un Burkinabé qui a perdu la vie dans des conditions extraordinaires. Mais c'est le symbole de la situation dans tout le Sahel et en Afrique, où il y a un régime qui ouvertement travaille en plein jour contre l'Afrique, s'en prévaut, s'en vante, et estime que c'est de la performance que de travailler contre l'Afrique. M. Ouattara n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Ce n'est pas un ivoirien. C'est quoi cet homme qui a honte de son pays d'origine? On peut avoir honte de son pays qu'on a été caché, mais on ne peut pas aller venger la honte là en allant arracher un pays voisin et en y installant un régime le plus horrible de l'histoire de l'Afrique. Le régime de la honte, du déshonneur et de la trahison. M. Ouattara, c'est la plus grande catastrophe qui a frappé le continent africain. Et quand on s'en débarrassera, on va danser dans ce continent. Président Banakani, cette affaire peut-elle dégrader davantage les relations déjà tendues entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Il ne peut pas avoir de relations saines entre les deux pays, c'est impossible. Il ne faut pas rêver. C'est deux régimes antinomiques. Vous avez à quoi vous Sankara II, et vous avez de l'autre côté, il dit qu'il est au fouettiste. Il est même pire qu'au fouet. On ne peut pas comparer Ouattara au fouet. C'est le jour et la nuit. Je vous dis, ça dit quelque chose qu'on ne sait pas où ça sort, le continent africain. C'est-à-dire quelqu'un qui incarne le déshonneur africain au niveau le plus élevé.
C'est deux régimes qui ne peuvent pas s'entendre. Et je répète encore ça. Si on peut de l'AES de gérer ça, nos positions sont claires sur cette affaire. Parce que lui, il a décidé, quand il sera au pouvoir, il attendra par l'occasion de déstabiliser l'AES. Et il le montre tout le jour, tous les jours, Ouattara, c'est de base arrière, centrale, ou à partir de laquelle la France organise le renversement des pays de l'AES, les surenchères pour les faire chanter, ils allument le feu pour venir jouer au sapin-pompier. Ça peut continuer comme ça. Merci, Président Banakani. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire avec M. Tidiane Thiam, président exécutif du PDCI RDA, candidat déclaré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, recalé par les institutions ivoiriennes, a récemment donné une interview au journaliste Alain Foka pour le compte d'Afro Média. Il a affirmé que les institutions ivoiriennes ont été incapables de lui délivrer à sa demande son certificat de nationalité. Il a relevé que le président Alassane Dramane Ouattara lui avait promis de ne pas se représenter pour l'élection présidentielle à venir, mais n'a pas tenu sa promesse. Président Banakani, outre les quelques révélations que nous avons relevées, que peut-on retenir de cette sortie médiatique de M. Tidiane Thiam? Bon, merci pour la publicité sur nos plateformes d'un faux panafricaniste. Vous voulez faire la publicité ici d'un faux panafricaniste. Il a pris sa retraite, il se déguise en panafricaniste pour venir détruire le panafricanisme. Vous voulez faire sa publicité sur nos plateformes. Dieu vous regarde. C'est l'actualité, monsieur le président. Je vous dis merci, non. Pour la publicité que vous faites à un faux panafricaniste. Voilà. Donc maintenant, vraiment ce soir, j'espère qu'on sortira ici sans mot de tête. Vous voulez qu'on parle de Tidiane Thiam? C'est qui ce type-là? C'est le président exécutif du PDCI-RDA, un parti politique en Côte d'Ivoire. C'est un autre Ouattara. L'un des plus grands partis en Côte d'Ivoire. C'est un autre Ouattara. Maintenant, si deux Ouattara sont en train de se détester, de s'entretuer, en quoi ça nous concerne? On peut s'en intéresser si ça profite à la Côte d'Ivoire. Mais le bagarre profite à qui? Les gens du PDCI, ils ont dit aux grands, qu'on est des grands stratèges, vraiment. Il va affaiblir Ouattara. Vous vous rappelez quand on a fait l'émission sur Tidiane Thiam ici, les commentaires de certains Ivoiriens. Comme je dis, Ivoiriens entre guillemets, parce que nous connaissons bien la Côte d'Ivoire. Non, président, vraiment, c'est une stratégie, vraiment, hein, on va battre Ouattara sur son terrain et après ça va créer la libération de la Côte d'Ivoire. On est où aujourd'hui? On est où? Très affaibli en tout cas. Ouattara est plus fort qu'avant. Vraiment, ça dit. Parce qu'il a réussi. Moi, je vous dis, je ne comprends pas. Avec le fichier électoral, beaucoup de candidats potentiels. Nous avons déjà annoncé depuis longtemps qu'on préparait cet auto vaurien. J'assume le mot vaurien de Thiam là. Parce que pour les gens du PDCI, c'est un financier international. Mais Ouattara, toi, c'est un financier international. Ouattara a appelé les Africains avec quoi? Avec un titre gonflé pour les besoins de la cause, directeur adjoint du FMI. Et pour beaucoup d'Africains, être directeur du FMI adjoint, c'est une grande référence. Regardez le niveau d'aliénation économique du continent. C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui est directeur adjoint du FMI, fonds de misère instantanée, une institution criminelle. Comme le disait Tunian Pouemi. Oui, une institution criminelle. C'est quelqu'un qui est directeur général adjoint du FMI est une référence en économie. Vous ne verrez aucun occidental digne de ce nom. Vous ne verrez aucun économiste occidental théoriser des bêtises comme ça, savoir que le FMI, c'est une référence en matière d'économie. Tous les économistes mondiaux savent à quoi c'est le FMI. C'est une agence de prédation internationale. Des gens sont épatés par des prédateurs déguisés en DG adjoint du FMI. M. Ouattara a écrit quelle théorie économique que vous avez lu? Vous avez vu quelle phrase économique de Ouattara qu'on peut lire? Il dit une phrase dans l'économie de Ouattara. Toute la panoplie des grands économistes africains, c'est des gens qui théorisent l'économie, on les connaît. Ouattara, il est économiste de quoi? Alors on a pompé un titre là, directeur adjoint du FMI. Il conseille les pays africains en ajustement structurel. Il est conseillé en plan d'ajustement structurel. Il y a des négreries comme ça. Et Thiam revient, financier, il a géré une grande banque internationale. Les mêmes gens sont impressionnés par ce vaurien. Je le dis et je l'assume. Thiam, c'est un vaurien. Pour nous, là, c'est un vaurien. Monsieur le Président, c'est un propos essentiellement péjoratif, Monsieur le Président. Je dis que j'assume. Qu'est-ce que Thiam va apporter à la Côte d'Ivoire? D'abord, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Sénégalais. C'est quoi cette histoire-là?
La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens ou non? Le début de l'économie, c'est il faut être clair dans les choses. Quelqu'un qui ne veut pas dire, qui a honte de son pays d'origine, il va porter par la Côte d'Ivoire. C'est pas du Ouattara 2, ça. C'est pas du Ouattara bis. Je le dis et je l'assume. On n'est pas ici pour jouer. La finance internationale est à développer qu'un pays dans le monde. Pourquoi on prenait le financier pour une référence? Comment fait le PDCI? Quelle honte pour le parti historique, pour un parti aussi historique comme ça. Quelle honte! On a donné le tapis, c'est-à-dire qu'un tapis d'honneur à un vaurien qui n'a mené aucun combat digne pour l'Afrique financier international. C'est-à-dire quelqu'un qui a aidé à détruire l'Afrique. Parce que c'est à quoi sert la finance internationale à l'Afrique. Président du PDCI. On a mis de côté même les combattants, les militants historiques pour ramasser c'est-à-dire quoi? Un légume comme ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire il va partout Ouattara sur son terrain. Mais il se plaint de quoi? Voilà son niveau. Voilà son niveau. Il croit aux promesses de Ouattara. Voilà son niveau, non? Que Ouattara avait promis que. Voilà son niveau. C'est-à-dire, M. Ouattara fait une promesse et le génie de la finance croit. C'est quand même incroyable. Voilà son niveau, non? Il se plaint de quoi? Donc vous voulez que l'on vienne verser là, M. Santiam? Non. Passons à autre chose. Autre chose, Monsieur le Président Mandekani va nous diriger tout droit du côté de la France. Un pays qu'on n'avait pas en très haute estime, très haute estime en tout cas. Parce que la France, Monsieur le Président Mandekani, le 14 juillet, a rendu public ce qu'on appelle en France la Revue nationale stratégique 2025. Non, je n'ai pas la France en grande estime. Monsieur le Président, en tout cas Macron, quand je l'écoute parler souvent des panafricanistes que vous êtes, s'il avait... Je préfère ne pas continuer parce que ce que je vais dire peut être gênant. Je préfère continuer avec la question de M. le Président Mandekani. Vous êtes trop poli. Hein. C'est important, M. le Président Mandekani. Vous n'êtes pas sauvage comme nous. M. le Président Mandekani. En tout cas, je ne devais pas emprunter ce couloir-là. Parce que l'ensauvagement du monde est suffisamment important pour que je m'y mette. Monsieur le Président Mandekani, le document en question, c'est la Revue nationale stratégique, Monsieur le Président. Ouais. Et dans ce document géostratégique français, qui est en fait un document doctrinal de statut militaire, la Fédération de Russie est désignée comme étant la préoccupation majeure de la sécurité française. Elle est notamment ici au rang de la préoccupation ultime de la France. La revue précise, je vais citer un extrait qui dit « À l'horizon des années à venir, et d'ici 2030, la principale menace pour la France et les Européens est celle posée par le risque d'une guerre ouverte contre le cœur de l'Europe. En effet, dans le contexte de la guerre d'agression contre l'Ukraine, la Russie a multiplié les actions aussi vis-à-vis de la France et de ses partenaires européens en deçà des conflits directs. Ces actions de déstabilisation, en plus, de plus en plus désinhibées, ainsi que la priorité absolue accordée par Moscou au renforcement de ses forces armées, confirment l'approche confrontationnelle prise par la Russie à l'égard de la France et de ses partenaires européens. De plus, le Kremlin a considérablement étendu sa politique d'influence agressive, notamment au continent africain. L'Afrique est encore citée, et malheureusement, où la compétition géostratégique s'est intensifiée au Moyen-Orient au-delà. Vous ça réagit, M. le Président Mandekani, à cette revue nationale stratégique française. Et pour vrai, il est clair et sans équivoque que cette nouvelle doctrine de défense française recommande de se préparer à une guerre de haute intensité avec la Fédération de Russie. Il s'agit, dit diplomatie russe, d'une sorte de manifeste anti-russe. Tout ce que les dirigeants français ont répété récemment est devenu dès lors mis sur papier. Monsieur le Président Mandekani, qu'est-ce qu'il faut comprendre cette nouvelle stratégie de la France envers la Russie? Il n'y a rien à comprendre. Il s'agit de masquer l'échec d'une élite politique française. Il s'agit de masquer l'échec d'une élite politique française. La déconnexion d'une élite française incapable de gérer le pays au profit des Français, incapable d'implémenter des politiques publiques cycliques et historiques qui soient à mesure de garantir à la France le rang futur usurpé qu'elle a acquis au fil de la colonisation et à l'issue des 2 guerres mondiales. Il s'agit de l'incapacité d'une élite assez ici au niveau des enjeux, dont dissimule l'échec, l'inconsistance de cette élite-là, dans une fuite en avant guerrière
si je vais reprendre un discours, je dirais que c'est une forme de néo-keynésianisme militaire qui vise à masquer la faillite économique de la France. Quoi de mieux que de fabriquer un ennemi? S'il n'existe pas, on le fabrique, on l'impose. Oui, parce que la Russie dit constamment qu'elle n'a pas l'intention d'attaquer l'Europe, mais les Européens ne semblent pas l'écouter. Non, je vous dis que c'est la création d'un ennemi. Pour justifier les dépenses Cette militaires. exigence est indispensable pour des régimes qui ont échoué, pour des élites inconsistantes. Au point de vue, on se situe là en Europe. Des élites inconsistantes qui ont failli, qui ont trahi leur pays, des élites déracinées, mondialisées, à l'exemple de Vaurien de l'Élysée. Pour masquer tout ça, on fabrique un nationalisme militaire français, en apparence, mais qui masque une réalité, à savoir la France n'est qu'un label. Donc, toute cette fanfaronnade, soi-disant stratégie militaire, vise à cacher le fait qu'en réalité, la France est l'avant-garde d'une démarche des mondialistes européens visant, n'est-ce pas, à créer un ennemi pour justifier des dynamiques géopolitiques mondialistes qui auront pour mission de transformer l'Union européenne en une entité fédérale, d'accélérer la disparition de la France. Je parle comme si j'étais un Français, mais bon, ça regarde les Français. Et la noyade de la nation française dans une Europe qui n'existe que pour les naïfs. Donc, c'est ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il s'agit. Parce que tout le monde sait, la France n'est pas en capacité de faire la guerre à la Russie. La Russie n'est pas au niveau de la France, sur le plan militaire. Il ne joue pas au même niveau. Donc, cette fanfaronnade-là, ce bavardage, vise à flatter les bas instincts de certaines populations françaises, flatter le narcissisme français, en lui faisant croire qu'elle a une puissance qui parle à la Russie, etc. Évidemment, intensifier ce que Poutine a dit, la russophobie primaire, qui va nourrir justement ce type de fantasme stratégico-militaire qui vise à masquer la faillite interne, le fait qu'on a ruiné la France, on a ruiné les Français et que tous leurs efforts, c'est pour payer la dette des riches, payer la dette et enrichir les riches, et montrer et masquer le caractère totalement illégitime de M. Macron, qui n'a jamais été élu, et qui... Notamment par le président Donald Trump pour le compte des États-Unis d'Amérique et Ursula von der Leyen pour le compte de l'Union européenne en tant que président de la Commission, M. le président Mandacani. Et cet accord pour le président Trump semble une réussite. Vous savez, le président Trump a l'habitude de se féliciter des deals qu'il fait. Il a menacé l'Europe d'imposer des donnes assez importants et ils sont pas bien d'accord, M. le président Mandacani. L'accord en question est un accord qui semble favorable aux États-Unis, notamment il y a des précisions qui sont clairement indiquées. Il est prévu que les Européens vont acheter l'énergie américaine pour 750 milliards de dollars pendant le mandat de Trump, les 4 ans qu'il a encore à faire. Il est aussi prévu que les Européens vont investir aux États-Unis pour une somme totale de 600 milliards de francs CFA. Milliards de dollars. De dollars, effectivement. Monsieur le président Mandacani, en France, les réactions sont divergentes. Le Premier ministre François Bayrou, il a ici une attitude de droite et il estime que ce qui s'est passé est une soumission de la France et de l'Europe en général. Le président Macron, quant à lui, est emmuré dans le silence. Lui qui est très dissert généralement sur les sujets internationaux, cette fois-ci, il a choisi de se taire. Et certains Européens, par contre, jouent l'air de soulagement. C'est le président Mandacani. Le président Trump parle des accords avec enthousiasme, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, les Européens sont plutôt à la fois hésitants et anxieux. Cet accord cadre économique entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'on peut croire qu'on a fait un accord gagnant-gagnant ou alors un accord de dupe au bénéfice des États-Unis d'Amérique, monsieur le président Mandacani? Vous êtes très optimiste, vous, hein? Un chef colon parle avec ses colonies. Je vous avoue qu'un seul instant que la colonie devait désobéir au chef. Vous avez cru ça, vous? Monsieur le président, je pense que la France, en l'état, n'a pas les atours d'une colonie, monsieur le président. Non, l'Union européenne, l'Europe, c'est une colonie américaine. Il n'y a pas de débat là-dessus. Puisque c'est l'Amérique qui a assuré leur défense. Oui, à travers l'OTAN. Et non seulement au niveau de la défense, l'économie européenne est décidée par les États-Unis.
L'euro, c'est un sous-multiple du dollar. De quoi est-ce qu'on parle? À tout point de vue, l'Europe, c'est une colonie des USA. Maintenant, sauf que bon, on a changé le gouverneur colonial et quelques colons là, quelques élites colonisées se sont agités. On n'est pas content, machin et comme ça. Mais tout le monde savait que ça allait finir par venir nettoyer les chaussures du shérif colonial américain. Donc on savait que Trump allait finalement imposer ça. Les Européens se sont agités pour rien, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc on fallait s'y attendre. C'est vrai que cet accord-là, ça dépend des secteurs. Tous les secteurs sont touchés, depuis les voitures, les vins, les produits de luxe, en passant par les médicaments, l'automobile, l'aéronautique, etc. Je pense qu'on passe de 4,8% qui était le taux appliqué antérieurement à 15%. En moyenne à 15%. 15% en moyenne, oui. Donc, Donald Trump a atteint ses objectifs. Effectivement. Mais ça surprend les naïfs. Il ne pouvait qu'atteindre ses objectifs. L'Europe n'a aucun moyen de s'opposer aux États-Unis. Aucun moyen. J'ai dit c'est une colonie américaine. Y compris la France. Vous croyez que Macron, y compris la France. Donc, alors les gens disent que bon, par exemple, sur les investissements là, oui, 600 milliards. 600 milliards et 750 milliards de dollars, je crois. Ah, c'est pour l'achat énergétique. L'achat énergétique. On dit que bon, l'Union européenne fait du bruit parce que ce n'est pas elle qui passe les commandes. Que ce n'est pas l'Union européenne qui passe les commandes. Mais ça fait sourire. Ça fait sourire parce que quand j'entends ça, je ris. L'histoire qu'on appelle Ursula von der Leyen, elle allait parler au nom de qui? L'Union européenne. Alors l'Union européenne, c'est quoi? Ce sont les entreprises européennes. Ce sont les banques, essentiellement les banques, les entreprises européennes. Donc ce sont les entreprises européennes qui l'ont mandaté pour aller négocier ça. Parce que c'était ça, ou soit délocalisé aux États-Unis, ou soit... les tarifs douaniers importants. Aussi, cela comporte comme augmentation grave des risques qui pourraient même se déboucher sur la fermeture d'entreprises. D'ailleurs, ça avait déjà commencé. Effectivement. Deuxièmement, un des moteurs de l'Union européenne, l'Allemagne, était très menacé, particulièrement dans le domaine de l'automobile. Oui, parce que l'Allemagne, je crois, l'Allemagne est entrée en récession très récemment. Bien. Du fait bon, de... Est-ce que vous pensez que cela peut ne pas tenir compte des intérêts de l'Allemagne? Non, elle est allemande déjà. Bon, voilà, vous comprenez très bien. Elle a été placée par l'Allemagne. Voilà. La commission. Très bien, vous comprenez. Donc, elle est partie comme porte-parole d'un ensemble d'intérêts des entreprises européennes, essentiellement, de l'Allemagne, en tant que moteur de l'Union européenne, etc. Elle est partie dire au patron que, bon, patron, c'est bon, on a compris, tu vas nous fouetter, on est d'accord, mais diminue la longueur du fouet. La longueur du fouet, la puissance du fouet. Trump a dit, ok, je suis d'accord. Vous le connaissez, non? Oui. Quand conférence, il annonce à nouveau aux Américains. Voilà, ils ont décidé qu'ils vont investir 600 milliards de dollars. 750 milliards. C'était 700 milliards de dollars. 750 milliards de dollars pour l'énergie. Il dit, c'est un très bon an, d'accord. Quand Trump est content d'un accord, ça veut dire qu'il a gagné. Il a gagné. Maintenant, pour le cas spécifique de la France, vous devez attirer votre attention. Le Tintin de l'Élysée a un problème sérieux avec toi. C'est qu'il a finalement porté plainte à Candace. Candace Owen. Owen. Celle qui a fait des révélations en rapport avec l'identité du genre de son épouse de Macron. De dire la vérité qu'on a affaire à un homme. Cependant, pour l'instant, le procès n'est pas encore. On n'a pas d'éléments pour moi. Hein. Ok. Vous allez Candace qui fait ses déclarations. Non. Nous savons que Macron, M. Macron, c'est un homme. Alors, il a porté plainte. Moi, je pose une question. Vous croyez que entre la plainte de Macron et tout ce que cela signifie au plan diplomatique et géopolitique, et les intérêts français là, dans le cadre de cet accord, parce que pour le cas de la France, en matière de vin, on peut voir, en matière de vin, la France... un grand produit de vin. Oui, elle pèse énormément. Voilà, dans les spiritueux, la France représente environ la moitié, c'est 2,4 milliards d'euros de vin et 1,5 milliard de spiritueux écoulés au USA. Environ 25% de ces exportations. Alors la France est dans le domaine des vins et spiritueux, 25% de ces exportations sont en jeu. Les États-Unis. Sont en jeu dans la bagarre sur les tarifs douaniers.
Vous croyez que Macron, qui a bradé les intérêts français plusieurs fois aux Américains, c'est ça l'affaire Aston. Moi, c'était que Aston. Voilà. Vous avez dit qu'il est silencieux. Le gars est dans ses calculs. Oui, effectivement. Il faut absolument que Trump l'aide à sortir de bourbier créé par Candace Owen. Puisqu'on connaît les liens qu'il y a entre Candace et Trump. Ah oui. Il faut à tout prix. Et la plainte masque cette transaction honteuse. N'est-ce pas que, qu'on ne peut pas faire en public, on met une plainte, ben, c'est ça. Donc Macron, il ferme les yeux, brade les intérêts français, pourvu qu'on sauve sa tête dans l'affaire Macron. Dans l'affaire Brigitte, entre guillemets, Brigitte, hein, entre guillemets, hein, Brigitte Macron. Donc il y a tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en compte. C'est par exemple chuter parce que l'émission a déjà quasiment... Il faut prendre ça en compte. Oui. Deuxièmement, n'oubliez pas, il y a le non-dit derrière tout ça. Il y a la question aussi de, une fois les accords signés, d'essayer d'entraîner Trump sur le terrain de la russophobie primaire. L'entraîner là, que bon, ok, ne coupe pas les approvisionnements à l'Ukraine, essaye de comprendre la volonté des Européens de faire semblant de s'émanciper de la tutelle militaire américaine, etc. C'est non dit dans la com, il y a tout cet enjeu là-dedans. Il y a tout ça dedans. Parce que vous savez que... Oui, puisque Trump a clairement indiqué que les Européens achèteraient des armes américaines qui sont expédiées vers l'Ukraine pour continuer la guerre. Ouais, je vous explique. Les choses sont claires. Par des centaines de milliards d'achats. Tout à fait. Donc il y a tout ça qui sont en jeu là-dedans. Macron veut sauver la tête de sa Brigitte. La fameuse Brigitte. Il veut sauver sa tête parce que son honneur en jeu. Il veut faire taire Candace Owen. Et il croit que donc, sur l'autel des intérêts géopolitiques, Trump va accepter le deal. Désormais, il faut ramener Trump sur le terrain de l'antirussisme primaire, etc. et accepter tout le charabia militaire que les Européens mettent en avant là, pour masquer la faillite de l'Europe, la faillite financière qu'on veut faire porter comme chapeau au peuple européen. C'est ça la hausse des impôts, tout l'enjeu autour des retraites, c'est là, tout ça. Il faut régler ça. Il faut gérer la tension populaire. Pas de mieux que de balancer le chiffon rouge, n'est-ce pas, de la guerre et de la nécessaire protection de l'Europe face à la Russie qui est extrêmement qui est très dangereuse. Il y a tout ça là-dedans. Merci, Monsieur le Président Mandakani. Nous sommes ici arrivés au terme de cette nouvelle édition de cette émission, au cœur de l'actualité, Monsieur le Président Mandakani. Nous avons évidemment cheminé sur des sentiers assez intéressants. Nous avons commencé par le pays, le Cameroun, et nous avons migré du côté de la République centrafricaine. Tout à fait. Nous avons été à destination de la Côte d'Ivoire pour achever notre course du côté de la France, à l'effet de comprendre davantage la situation qui prévaut dans ces pays, Monsieur le Président Mandakani. Je pense que, à vous écoutant, pendant ce temps qu'il a été imparti, les internautes ont appris beaucoup des situations particulières. Ils se sont fait une opinion plus ou moins précise sur ce qui se passe réellement, sur ces questions qui ont été abordées. Monsieur le Président Mandakani, je voudrais vous dire merci d'avoir consacré votre temps pour éclairer la lanterne des Africains. Monsieur le Président Mandakani. Je voudrais aussi dire merci, un merci appuyé à l'équipe de production qui diffuse dans des conditions optimales et qui s'échine chaque jour pour que nous puissions avoir ces images de qualité. Je voudrais aussi dire merci particulier à Madame Nahan Joyce qui a présenté cette émission avec moi. Madame, merci. C'est un plaisir, Monsieur Nguessu. Plaisir partagé en tout cas. Je terminerai en disant merci aux internautes qui étaient très nombreux à nous suivre comme une fois de plus. Et je prends rendez-vous avec eux pour la prochaine édition qui sera diffusée dans très peu de temps. À bientôt. Vous en prie.